Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24, votre émission qui nous permet de décrypter, d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans l'actualité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique. Et là, je ne sais pas dans quelle case je vais mettre cette actualité, puisque nous allons parler de la libération de l'espace public, de la libération du littoral par les autorités Imswen, Bozeka, Dahomey, d'Albouaza, et puis il y a aussi pas mal de choses qui sont faites au-delà du littoral. Où en est-on? Comment ça fonctionne? Comment la loi décrit-elle la protection de l'espace public et surtout sa récupération par les autorités? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi cela est fait de manière aussi soudaine? Ou est-ce que c'est vraiment soudain? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Maître Asma Badal. Comment ça va? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocate du collectif Plage Dahomey. C'est bien ça? Vous nous expliquerez de qui est composé ce collectif. Et puis ça nous permettra aussi de comprendre, puisque vous êtes une femme de loi, sur quelle base aujourd'hui cette libération est en train de se faire et quels sont les recours aussi des gens s'il y en a. Kalim Louissi est avec nous, architecte et président de Casa Mémoire. Ça va, Kalim? Ça va, super. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà, on va essayer de comprendre parce que c'est un problème qui est à la fois assez simple et assez complexe. Assez simple dans l'application de la loi, mais assez complexe dans le fait que c'est un amas d'une situation qui date depuis plusieurs années. J'avais eu l'occasion, il y a déjà une dizaine d'années, lors des grandes marées qui avaient frappé les maisons de certains littoraux, ça avait posé la question, mais pourquoi il y a autant de maisons qui sont trop proches de la mer? Est-ce que tout ça est bien légal? On en est aujourd'hui avec, depuis janvier de cette année, les autorités qui ont commencé par le sud du Maroc, et puis on voit bien que ça suit tout le littoral, donc c'est pas spécifique à Casa, c'est pas spécifique à une ville. Avant qu'on rentre dans le fond du dossier, et plus particulièrement celui dont vous vous occupez, quelle est votre perception de ce qui est en train de se passer, que ce soit en tant qu'architecte ou que ce soit en tant que femme de loi? Je vais vous griller la galanterie et je vais poser la question à l'architecte. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a comme l'impression qu'il y a une prise en main de l'urbanisme, qu'il y a une volonté manifeste de régler un certain nombre de dossiers. On est dans un pays où, en fait, tout est régi par... enfin, l'urbanisme, je parle, est régi par des règles, par des lois, par des schémas directeurs, par des plans d'aménagement, etc. Qui sont rarement respectés, les schémas directeurs, à 100%. Alors justement, mais en fait, il y a des moments de prise en main de ces dossiers. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression qu'il faut lier ça à des événements qui vont se passer dans notre pays. Je pense à la Coupe du Monde à 2030, qui est une date importante. Et ces événements sportifs sont généralement des moments, en fait, pour des pays sont comme des catalyseurs pour mettre en place un certain nombre de choses. Et en fait, sur la question de l'espace public, il y a effectivement beaucoup de laisser-aller. C'est un cumul, comme vous avez bien dit, qui s'est installé pendant des années et des années. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression qu'il y a une prise en main de ces dossiers et une volonté de les régler. Maintenant, est-ce que ça se fait d'une manière précipitée? Est-ce que ça se fait sans la concertation, sans la discussion, etc. Mais il y a une volonté manifeste de régler un certain nombre de dossiers. Maître. Ce qu'il y a, c'est que oui, je pense que l'État cherche à reprendre possession des aménagements publics d'une façon générale et précisément pour notre cas, de l'espace public. Tout le monde sait que c'est des domaines très convoités de par c'est-à-dire leur géolocalisation. On parle du littoral, par exemple. Oui, des littoraux. Parce que les vues sur mer, c'est nécessairement le Graal que tout le monde recherche. Oui, oui, donc voilà. Et puis, ça n'est pas forcément recherché que par les autorités ou par les services de l'État. C'est aussi recherché par tout le monde.
vous savez que c'est un domaine, c'est-à-dire que tout le monde peut exploiter. On est dans l'indivision, en fait. Tout le monde veut s'approprier. C'est aussi la propriété de tous. Hein. De toutes les manières, c'est ce que dit la loi. Et donc, tout le monde cherche à avoir une petite résidence secondaire, à aller en bord de mer, à profiter. C'est des agglomérations qui se sont constituées au fil des temps. Et c'est ce qui a fait qu'au final, on se retrouve devant une situation, enfin devant des espaces maritimes exploités par tout le monde, chacun à sa façon. Alors justement, alors, qu'on comprenne, parce que là, ce que vous êtes en train de nous dire, voilà, on est en train de parler dans un état de droit, d'accord, ce dont j'ai envie, et il y a des choses que j'ai envie de faire, mais j'ai pas le droit de les faire. Et donc, avoir une maison vue sur mer, moi aussi, j'aurais bien aimé en avoir une, mais c'est pas parce que j'ai trouvé une parcelle quelque part que je vais aller m'installer, et tant que personne ne me dit rien, voilà, avoir ma maison vue sur mer. Donc en gros, ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, alors que ça soit dans votre cas ou dans à Imswen, ce sont des constructions qui étaient totalement illégales, oui ou non? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'était tout à fait illégal? Sur le plan du droit. Après, on verra comment ça s'est arrangé cette histoire. Mais est-ce que sur le plan du droit, stricto sensu, est-ce que les constructions qui sont en train d'être démolies par l'État étaient purement illégales? Donc, les espaces maritimes, normalement, sont exploitables temporairement suivant une autorisation. Il y a normalement des autorisations qui se font par les autorités concernées. D'accord. Il y a exploitation et construction, c'est pas la même chose. Peut-être exploiter avec une présence ou avec une paillote ou j'en sais rien, peut-être un petit mobilier en bois ou déboulonnable. Mais là, on parle de construction, quoi. Alors, normalement, lorsqu'on cherche à exploiter, c'est que forcément, il y a une construction qui va être érigée sur place, qui va être édifiée, on est d'accord. Donc, normalement, la loi sur le littoral, elle permet, dans un cadre très défini, l'exploitation de ces zones-là dans des constructions légères. Vous l'avez bien dit, c'est-à-dire du préfabriqué, une construction en bois, et voilà. Donc là, ça s'est fait. Il y en a qui le font seulement. Alors, je vais vous interrompre là parce que je vais poser la question à l'architecte. Aujourd'hui, si vous avez envie de construire une maison, on va prendre les choses de manière extrêmement basique. Vous avez un client qui vient vous voir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec les nouvelles lois qu'il y a eu, la responsabilité de l'architecte est encore plus engagée lorsque vous prenez un chantier en cours. Mais vous vous dites, tiens, je veux construire ma maison là. La base, c'est quoi? Quel document de base vous devez avoir? Alors la base, elle est simple. Il faut d'abord que ça soit sa propriété. Oui. Donc, on ne peut pas construire sur le terrain d'autrui. Sauf un certificat de propriété. Sauf dérogation d'autrui, en fait, qui... Et la deuxième chose, c'est que ça soit couvert par les plans d'aménagement et par les règles de l'urbanisme. En l'occurrence, si on revient sur ce cas, effectivement, vous avez dit, est-ce que c'est légal, pas légal? C'est ambigu. En fait, à la base, c'est une exploitation temporaire du domaine public. Mais cette exploitation temporaire du domaine public, comme son nom l'indique, elle est d'abord temporaire, à discrétion du propriétaire, l'État. Et en fait, elle est temporaire dans le sens où elle doit être faite avec des matériaux éphémères. Est-ce qu'il y a quelque chose qui régit, comme les normes, qui me disent c'est quoi un matériau temporaire? Une exploitation temporaire d'un domaine maritime ou d'un domaine public, c'est une convention que l'exploitant signe avec les domaines. Et dans cette convention, on parle du prix, soit de la location, soit enfin, souvent c'est de la location, c'est pas de la cession, prix de la location, et des conditions de construction. Le principe premier, c'est que ça doit être écologique, ça ne doit pas polluer. Or, en fait, ce qui se passe, c'est pour ça que je dis c'est entre les deux, ce qui se passe, c'est que les constructions éphémères à la base ont été durcifiées, agrandies,
Diversifié, agrandi avec des matériaux du béton, assainissement qu'on renvoie à la nappe phréatique. Donc en fait, il y a eu beaucoup d'abus qui ont été faits. Oui, mais alors tout ça veut dire que ça se fait. Je n'ose même pas concevoir aujourd'hui, si vous essayez aujourd'hui de construire quelque part, que vous passez par le circuit, on va dire, normal et légal, on voit tout ce que ça demande pour le mettre en place, comment tout ça, donc c'est fait. C'est le temps. C'est le temps et c'est... Avec tous les dangers que ça peut avoir aussi en termes de construction. Ces plages, on les connaît toutes. On a grandi dedans. Elles sont occupées depuis des années. Oui. Donc, à un moment donné, il y a un laisser-aller. Quand on parle de bidonville, c'est une sorte de bidonvillisation du littoral. Donc, c'est une sorte d'occupation. Il y a toutes les classes sociales. Hein. Il y a le bidonville de luxe jusqu'au bidonville. Ah bah dans le bidonville, il n'y a pas... c'est pas péjoratif. Le bidonville, il n'y a pas... Il y a une occupation d'un terrain et en fait on construit sans être conforme à la réglementation. Votre collectif, enfin le collectif que vous défendez, est constitué de combien de personnes, de combien de maisons? Eh bien, normalement, là, si vous parlez de la plage d'Aouli, elle compte un peu plus de 500 cabanons. 500 alors, oui. Cabanes. Je ne les représente pas tous. Mais... Excusez-moi, ouais. Alors, on va être très précis, parce que vous êtes une femme de loi aussi. Alors, cabane, parce qu'un cabanon, c'est quelque chose. C'est des cabanons. Cabanon, c'est quoi? Cabanon, pour moi, c'est une petite maisonnette en bois de pêcheurs. On appelait ça les cabanons de pêcheurs. Donc, on parle de cabanon? On les a toujours appelés comme ça. Après on peut dire que c'est pas vraiment un cabanon, vu que, comme a dit M. Rouissi, ça répond pas aux normes. Oui, véranda piscine, c'est loin d'être un cabanon, quoi. Il y en a pas beaucoup qui ont des piscines. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. On n'est pas... Cuisine sanitaire, c'est plus un cabanon. On est d'accord, ok. Une caravane, on y trouve bien une cuisine et un sanitaire. Mais en fait, dans une caravane, il y a un réservoir pour récupérer l'eau utilisée. C'est autonome. On peut rouler. Alors que là, en fait, les gens ont des fosses septiques, sont reliés à... On a un cabanon à la plage. Ok, un cabanon à la plage, on arrive et des fois, on voit des maisons qui font 400 mètres carrés. Donc, plus de 500... Oui, plus de 500 habitations, okay. On va dire. Plus de 500 habitations qui sont alignées sur toute la baie une partie de la baie de Bouznika. Et voilà, donc c'est des constructions... Il y en a, pour certaines, elles sont légères, en bois. Pour d'autres, elles sont un peu plus, comme vous l'avez dit, durcifiées. Et voilà, donc c'est une situation qui a tellement perduré au fil des temps. Ça s'est fait dans un cadre très légal, j'ose dire, parce que il y a eu des redevances qui ont été payées, des taxes, des redevances locatives qui avaient été, enfin À quelle instance, à quelle institution? Est-ce que ce sont les domaines? Est-ce que Non, c'est la commune. C'est la commune. C'est des redevances qui étaient payées à la commune, à la municipalité. Et puis après, il y a eu donc des taxes qui ont été imposées et qui étaient payées pendant de longues années aussi. On parle pas c'est quand même des gros montants. Hein. C'est là pour et ça a même été institutionnalisé, c'est-à-dire que là il y avait des tarifs pour les premières lignes et puis le deuxième ligne et puis la troisième et ainsi de suite. Et donc chacun s'acquittait de la somme qui avait été fixée. Hein, et donc voilà, donc après il y a eu des modifications au niveau des structures. Est-ce que les habitations se vendaient? Écoutez, oui. Il y avait une cession de l'habitation et non du droit. Parce que là, quand même, à partir du moment où on exploite dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exploitation du domaine maritime, là, c'est incessible, c'est non cessible. Hein. La question, excusez-moi de rentrer dans le détail, est-ce que, lorsqu'on parle d'autorisation, est-ce que c'est une autorisation induite par le fait qu'il y a eu un paiement de redevance ou il y a de vrais papiers qui
montrent qu'il y Oui, a oui, il y a une des papiers. autorisation Il y a des papiers. de concession ou de cession ou d'exploitation. Écoutez, à chaque fois qui est payé, ils avaient des quittances de paiement. Non, là je parle des impôts. C'est pour ça que je posais la question. Ça, c'est est-ce qu'on a déduit qu'ils avaient une autorisation par le paiement de ces taxes ou il y a des documents qui attestent qu'ils ont le droit d'exploiter? C'est ça la question aujourd'hui qui se pose. Autorisation, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas autorisation parce qu'il y a longtemps qu'ils seraient partis et qu'on leur ait demandé de partir. Il y avait une autorisation, oui, certes, verbale, et même que, oui, verbale, parce que là, on parle d'une contractualisation de fait qui s'est installée. Là, parce que lorsque le président de la commune, par exemple, il saisit, enfin, il somme un cabanonnier ou alors un habitant pour lui dire, écoutez, vous nous êtes redevable de la somme de temps au titre de l'année temps, autrement, au risque de vous retirer l'exploitation temporaire. Donc là, cela suppose quoi? À part qu'il y a une contractualisation de fait, et ça, c'est permis par la loi. On ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu d'autorisation, parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation écrite. Mais lorsqu'on a des quittances, lorsqu'on a été taxé, ça rejoint le fait que la présence, l'exploitation est en soi une action non réglementée. Voilà. Alors, Céline, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que ça, j'essaie à chaque fois de vous arrêter pour qu'on soit bien clair sur des points, parce que après, lorsqu'on creuse dans la loi, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État a le droit de récupérer son domaine public. Après, est-ce que l'État doit régler ses comptes avec ses propres instances? Parce que j'imagine que les domaines, c'est pas la commune, c'est pas la préfecture, la wilaya, etc. Donc, c'est là aussi où il faut voir tout ce millefeuille administratif où il y a des responsabilités de part et d'autre. Mais d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que l'intérêt privé croise l'intérêt collectif. Oui. À un moment donné, il y a un intérêt public de récupérer des plages. Ces cabanons, en fait, quand ils ont été érigés, construits, toutes ces localités, en fait, au bord du littoral, étaient un peu éloignées des villes. Il fallait sortir pour y aller. Il n'y avait pas l'autoroute. On n'y allait pas de manière... Non, mais c'est vrai, c'était moins visible, c'était un peu exotique. Ouais. Par les autorités. On est d'accord. Ils étaient tous conscients de la chose. Non, mais c'est même pas question qu'ils étaient... C'était pas caché. Visibles, ils payaient des redevances. Donc en fait, c'était plus que toléré, c'était autorisé. Maintenant, c'est restant sur les termes. C'était autorisé comme occupation temporaire. C'était toléré. Temporaire du domaine public. Il y a une cessation qui peut avoir lieu sur une occupation temporaire. Pourquoi c'est une occupation temporaire? C'est pas un loyer à longue durée. Et s'il y a les contrats, et il y a eu certainement des contrats avec les domaines à un moment donné, c'est les premiers bénéficiaires, parce qu'en fait, ces plages existent depuis le temps de la colonisation, elles ne sont pas nées d'hier. Donc en fait, les premiers bénéficiaires avaient certainement des contrats, et dans ces contrats, c'est sûr, c'est écrit ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Sauf que le laisser-aller, le temps, etc. Moi, en fait, pour un peu verser dans votre sens, là où il y a où on peut se poser des questions, c'est de dire que ces cabanons, ces plages, etc., il y a un usage social, il y a un attachement, il y a des choses. En fait, c'est quand même des choses qui existent depuis un moment donné. Et donc, à un certain moment, est-ce que ça fait partie du patrimoine? Est-ce que ça meuble le paysage? Est-ce que ça participe à la renommée de certains endroits et à leur notoriété? La question se pose. Maintenant, moi, à partir du moment où l'intérêt privé croise l'intérêt collectif, on peut y réfléchir. On va y arriver, mais il y a différents types de récupération de l'espace public. Il y a les habitations, c'est une chose. Il y a tous les endroits qui ont généré des revenus, alors des revenus et de l'emploi. Bon, après, il faut voir dans quelle proportion, qui ont contribué aussi à l'animation. Je parle notamment de Dalwaza. Imsouane, essentiellement des habitations et quelques maisons d'hôtes, hôtels aussi, où on peut se poser les questions sur
le côté sécurité, normes, etc., lorsqu'on est dans ce genre d'activité. Est-ce que tout ça est traité de manière complètement différente? C'est ça la question qu'il faut se poser lorsqu'on a aujourd'hui l'État qui récupère. Sur ces 3 volets, une question qui est commune, et je pose la question, est-ce que l'État devait prévenir ou pas? Je parle légalement à partir du moment où l'espace public doit être récupéré par l'État. Évidemment que oui. Évidemment, parce que là, ce qui est en train de se passer, l'État reprend possession du domaine, là je parle toujours du domaine public maritime, normalement, il faut aviser, parce que cette initiative-là, elle suppose, parce que c'est ce qui est en train de se faire, des démolitions. Là, c'est des services, des autorités administratives locales qui arrivent, qui démolissent direct, sous prétexte qu'il s'agit de constructions anarchiques, qui n'ont pas lieu d'être là-bas, que pour beaucoup de choses. Et donc là, l'État arrive et démolit. Et donc, normalement, l'opération de démolition répond forcément à des règles. Il y a des règles qui doivent être respectées. Et on commence... Si demain, moi, je décide de construire, là, juste en face, même pas sur le trottoir, sur la route, ok, est-ce qu'on doit me mettre en demeure pour venir démolir ce que je suis en train de construire? La question que je me pose. Écoutez, là, c'est différent. Là, vous avez là, on a affaire à quand même une petite agglomération. On a affaire à des commerces, on a affaire à des villages qui ont quand même acquis un certain cachet touristique, une continuité. Ils sont éligibles à des droits, il ne faut pas l'oublier. Donc là, vous êtes seul, vous allez quand même mettre une petite cabane ou un petit quelque chose en bord de route. Là, forcément, vous êtes démoli tout de suite. Parce qu'à partir du moment où vous gênez déjà vous gênez l'espace public, vous gênez la circulation, vous gênez les autorités, vous représentez un danger, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour d'autres. Là, c'est des habitations qui ne dérangent, qui ne représentent aucun danger. Oui, on parle d'infraction. L'infraction se situe où? Dans le fait qu'il n'y a pas eu de permis de construction préalable. Donc pas de permis d'habiter, oui. Donc pas de certificat de propriété. Mais là, monsieur, je parle sous le contrôle de monsieur Rouissi, et il y en a bien des habitations, bien qu'elles soient réglementées, mais peut-être qu'elles ne répondent pas forcément aux normes de construction. Là, vous allez peut-être me corriger. C'est le cas. Mais là, on est en train de parler d'un petit village qui répond aux normes écologiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, jusque-là, il n'y a jamais eu de problème avec ces gens-là, ni à Imsouane, ni à Dahomey, ni à d'autres. D'un point de vue hygiène, attention. Alors là, moi, je ne m'avancerai pas sur ce genre de choses, hein, vraiment, notamment parce que sur Imsouane, le côté évacuation des eaux usées et tout ça était un véritable problème, un problème sanitaire aussi. Je ne suis pas en train de défendre les années quoi que ce soit, je suis en train d'essayer de comprendre d'un point de vue légal. Mais pas plus que les zones urbaines, ce Tedlaoui. Pas plus que les zones urbaines. Dans les zones urbaines, l'assainissement est pris en charge par les localités, donc il y a un assainissement, il y a un traitement des eaux, etc. Dans ce genre d'agglomération, il n'y a aucun contrôle sur les rejets, en fait, et les rejets sont faits souvent à même le littoral. Les questions de pollution, non, on va pas dire que c'est des villages exemplaires en termes d'écologie, d'autant plus que les matériaux de construction utilisés ne sont pas forcément des matériaux écologiques. En fait, on bétonne, on a Personne n'a pensé à une raison. Alors, on a parlé du mondial, on a parlé d'appliquer la loi. On a quand même vécu un drame l'année dernière, qui était le séisme, et on a vu un certain nombre de dégâts absolument incroyables. Je ne vous cache pas que quand j'ai vu la première à Imsouane, quand on a appris la raison, une des ting qui a fait ting dans ma tête, mais très rapidement, mais bien, tiens, Agadir quand même, et ville stigmatisée avec la grosse cicatrice du tremblement de terre.
Parce que ça aussi, c'est pas quelque chose qui pourrait motiver, parce que ces constructions-là, finalement... C'est clair que ces constructions ne sont pas faites dans les normes les plus strictes. Même à Dahomey, même à Bouznefra, etc. Partout. C'est des maisons, on les connaît, on a tous été dans des maisons de plage. Et pas tous, hein, mais bon. On sait que c'est des maisons qui ont été construites au fur et à mesure, donc en rajoutant une pièce, en faisant appel... Souvent, Margolin du coin, je mets entre guillemets, parce que des fois, il y a des entreprises qui ont construit, il y a des choses qui sont super bien construites. Encore une fois, avec des matériaux exogènes, pas en bois et en pierre. Mais c'est pas des maisons qui répondent forcément aux normes sismiques, aux normes d'incendie, parce que c'est des maisons qui sont très mitoyennes. Il n'y a pas la possibilité de faire accéder les pompiers, il n'y a pas la possibilité... Maintenant, c'est la même chose que dans les médinas. On ne va pas démolir les médinas non plus. Donc, je relativise, mais voilà. Prochaine étape, ça sera ma dernière question. Là, c'est une action en justice, j'imagine, parce que vous représentez le collectif des propriétaires de ces habitations. Sur quel volet va se situer votre défense? Sur le fait que vous avez des documents à l'appui, sur le fait qu'il y a est-ce qu'on peut arrêter, on peut bloquer la destruction ou pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a introduit une action en annulation de la décision. Pourquoi? Alors, le motif majeur aurait été que la plage Dahomey ne se situe pas sur un espace maritime public. Et ça a été une découverte, parce que... La plage ne se situe pas oui, sur tout un à fait. Oui, on va dire que peut-être... On aura tout vu. D'accord. Alors, ce qui s'est passé... C'est un lac. Non, je comprends. Et donc, ce qui s'est passé, c'est derrière cette zone-là, il y avait un terrain qui dépendait du domaine forestier. Et ce terrain-là, il a été... qu'une société privée s'était appropriée en 96. Et donc, lorsqu'elle s'était appropriée ce terrain-là, normalement, on continuait de dépendre du domaine maritime, il n'y avait pas de problème. Sauf qu'il y a eu une mise à jour au niveau du cadastre, il y avait eu une absorption de titres, enfin, c'est beaucoup de choses qui se sont passées, je vous passerai les détails, mais qui a fait que les relevés topographiques au niveau du cadastre, notamment le relevé de max, et notamment des plans de situation individuels qui ont été faits par les habitants, a fait et a démontré clairement que la plage Dahomey, c'est-à-dire toutes les constructions au niveau de la plage, se situaient au niveau et dans le titre foncier de la société privée, on est d'accord. On va finir là-dessus, mais on refera une émission pour voir où est-ce que ça sera arrivé. Est-ce que, au-delà de la manière, est-ce que c'est un bon signe? Je sais que c'est compliqué de le dire, mais au-delà de la manière, est-ce que c'est un bon signe? Il fallait bien, à un moment donné, remettre de l'ordre dans une anarchie qui... Non, voilà. Moi, je pense que c'est un bon signe, parce que les habitants de ces plages, et je ne parlerai pas que des habitants, je parlerai après des projets d'autre nature, mais les habitants le savaient, en fait, ils le savent depuis 50 ans qu'ils sont dans une occupation qui est hybride. Dans l'imaginaire, on avait quand est-ce que ça va arriver? Aujourd'hui, la fin mot de l'histoire, si vous refaites une émission, c'est de savoir où ça en est et finalement, c'est quoi le sort de... Exactement. Maintenant, c'est aussi un bon sens. Quand on voit, par exemple, la plage de Darboza, il y a un projet d'aménagement de la corniche, un projet... Et quand on voit que ce projet est entravé parce qu'il y a des occupations temporaires de domaines maritimes par des restaurants qui ont des baux, mais annuels, et qui entravent en fait un projet structurant pour la ville de Darboza, on sait que ces restaurants jouent un rôle important, économique, social, etc. Tout est dans la façon de faire. Oui, bien sûr. Parce que là, on laisse quand même traîner une situation anarchique qui a perduré. Et puis, au final, on se dit, on a tous les droits quand même d'arrêter ce massacre. Finalement, on se retrouve justement dans une situation anarchique. On veut bien que les choses telles qu'elles se sont faites
tout doucement, ben oui, maintenant peut-être que la priorité est d'arrêter une situation anarchique, mais aussi il y a une façon de faire, et notamment, et là je préconise, c'est-à-dire une approche participative avec les acteurs économiques, avec les Est-ce qu'ils n'ont jamais tout le été monde. prévenus? Ça, je pose la question. Est-ce qu'ils n'ont jamais été prévenus? Non, monsieur Tedlem, Jamais? jamais. De quelque manière que ce soit. Jamais de la vie. Ok, je pose la question. J'ai toujours j'étais avocate de l'association depuis longtemps, depuis plus de 12 ans, et je peux vous dire que jamais, et on s'attendait, oui, vous allez me dire que, parce que les gens, ils s'attendaient quand même à ça, mais on s'attendait pas à ce que ça soit aussi brutal. Soudain, brusque et brutal. Oui, Ouais. on s'attendait à ce qu'on soit approché par les collectivités pour trouver des solutions, des résolutions raisonnées. On aimerait que tout change dans la limite du possible, mais on est quand même en droit d'exiger des solutions Bon, c'est l'art et la manière, adaptées, quoi. adaptées, C'est voilà. l'art et la manière. Bon. Bah, merci beaucoup, en tout cas, à nous avoir un peu plus éclairci là-dessus. On en refera une sur le sujet quand on verra ce qui se sera passé. Peut-être l'issue de vos actions, et puis après, qu'est-ce qui sera fait de tous les domaines qui ont été récupérés. Ça aussi, c'est un point extrêmement important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt dans Parole d'Expert sur H24, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous. À très bientôt, bye bye.